Alors oui, c'est la question qu'on se pose depuis la fin de la semaine dernière. Ça bouge dans tous les sens. On a vu vraiment des mouvements absolument historiques, spectaculaires sur l'once d'or fin, sur l'argent, sur les cryptos aussi, avec des déséquilibres qui sont en train de mettre en difficulté même les gros investisseurs de la crypto. Michael Saylor de Stratégie ou encore Monsieur Lee, qui est un des fers de lance de l'industrie autour de l'Ether, qui est quasiment liquidé sur ses positions, mais qui en reprend encore. Enfin, tout ça est très, très compliqué. Au milieu de tout ça, le marché action, lui, il se porte bien. Et on le voit sur le choix des valeurs en ce début d'année. C'est des bonnes valeurs traditionnelles qui marchent bien du côté de Paris. Est-ce que ça donne le ton de l'année ou est-ce que c'est plutôt... On attend que la poussière retombe et ensuite on va faire sa liste des commissions. Christian. Mais d'abord, on peut être surpris. C'est vrai que les marchés, les indices se portent on ne peut mieux. Ils sont tous peu ou prou dans leur zone de record historique. Si vous avez la chance de détenir un petit portefeuille diversifié à l'international, au cours des 3 dernières années, vous êtes en hausse, alors plus ou moins en fonction de vos choix stratégiques. Mais c'est vrai que par rapport au chaos et au chaos politique, au chaos géopolitique, aux craintes diverses et variées concernant la concentration éventuellement des marchés, on peut s'étonner que les marchés tiennent aussi bien. Alors pourquoi ? Les raisons, vous les connaissez. Il y en a principalement 2. D'abord, les politiques budgétaires sont excessivement expansionnistes. Il suffit de regarder l'ampleur des déficits sur toutes les zones géographiques. Et puis, bien sûr, c'est l'IA qui tire la croissance économique américaine. Tire de la croissance s'explique par les investissements dans l'IA et un autre tiers s'explique par l'effet de richesse qui a dopé la consommation américaine. En fait, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est, oui ou non, sur un point d'inflexion ? Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure des valorisations qui peu ou prou peuvent être tendues, en tout cas selon certains critères. Il y a toutes les inquiétudes sur, je dirais, les mesures qui peuvent venir de la Maison-Blanche. Et puis, le risque de guerre, et c'est là-dessus que je voudrais un tout petit peu insister. Il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'on était en conférence à Lyon, et c'est vrai que les questions des épargnants portaient beaucoup autour du risque de guerre et de l'impact d'un conflit armé encore renforcé en Europe sur leur propre épargne. Et on a regardé un petit peu au revenu comment se comportaient les placements en période de guerre, et c'est vrai que la menace ne vient pas de là où on pense généralement. En fait, beaucoup d'épargnants français sont inquiets sur le risque de prélèvement direct sur l'épargne, sur la masse, sur les 2000 milliards. L'impôt de guerre, quoi, finalement. L'impôt de guerre. Et en fait, lorsque vous regardez ce qui s'est passé en 14-18, 40-45, voire en Ukraine, le principal danger, en fait, c'est l'inflation. C'est vous prêtez... Oui, alors, c'est l'inflation qui vient véritablement gangréner et manger votre pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat de vos revenus, mais aussi et surtout le pouvoir d'achat de votre épargne. Si vous prêtez à l'État à 2% et qu'il y a 10% d'inflation, forcément, l'État va vous rembourser en monnaie de singe. Donc, en période de guerre, parce qu'aujourd'hui, on a dépassé la période véritablement d'incertitude. Alors même si le cours des matières premières et de l'or a reflué en fin de semaine dernière, force est de constater qu'on est quand même sur des records. Et vraiment, c'est plus l'incertitude qui est pricée sur les matières premières ou sur l'or avec cette hausse presque irrationnelle, c'est la peur. Et la peur notamment de la guerre. Alors après ça, la question, parce qu'on est dans une émission servicielle, une émission placement, c'est que faire ? Au revenu, en fait, on voit une seule martingale. Ouais. Vous voyez, je prends le temps de la respiration. Et bien sûr, une martingale qui va vous faire sourire, parce que tout le monde connaît la réponse, c'est la diversification. Alors, c'est la diversification, le concept, tout le monde le comprend bien, mais tout le monde l'applique mal. Alors, tout le monde comprend bien l'intérêt de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui. Mais ensuite... En pratique, c'est pas si simple. En fait, détenir 2 SICAV ou 2 fonds d'investissement de 2 banques différentes, ça suffit pas. Ouais. Encore faut-il que ces fonds ne soient pas investis dans les mêmes valeurs. Bon. Voilà. Donc, il faut investir dans des actifs décorrélés. Et dans un monde mondialisé, c'est loin d'être simple. Donc, dans des actifs qui ne connaissent pas leur phase de hausse ou ne connaissent pas leur phase de baisse en même temps. Au revenu, nous, on recommande, dans la conjoncture actuelle, 50% d'immobilier, 50% de placements financiers. Et les placements financiers, c'est la fameuse règle des 60-40 qu'on détaillait encore la semaine dernière, il y a 15 jours sur votre antenne. 60% de placements sans risque, 40% de placements risqués. Et dans les 40% de placements risqués, la règle des 3 tiers,
Un tiers, on gère soi-même en titre direct, un tiers en fonds en ETF et un tiers en fonds confiés à des professionnels. Voilà. Bon. L'époque est difficile pour son épargne. On espère. Oui, c'est ça. On espère d'être bien. En tout cas, quelles sont les autres stratégies possibles? On a bien vu que les limites de la stratégie du 100% actif financier, actif numérique, avec le reflux du Bitcoin de plus de 30% par rapport à son plus haut au mois d'octobre. On a bien vu aussi les limites ou les dangers d'une stratégie 100% matières premières. Donc pourquoi pas des matières premières, pourquoi pas un peu de Bitcoin, mais surtout mixer actifs réels, actifs financiers, actifs classiques et actifs digitaux.